Mesdames et messieurs, je vous propose de démarrer cette, maintenant à l'heure en plus, hein, vous entendez, ça sonne en même temps. Cette finalement traditionnelle petite conférence du 14 juillet, qui est un petit rendez-vous qu'on a commencé dès 2020, il me semble, avec une conférence autour du 14 juillet. La première, c'était globalement, c'est quoi le 14 juillet? Qu'est-ce qui s'est passé? La deuxième, qui était l'année dernière, c'était Robespierre Anjou-Démon. Un sujet un peu clivant, mais qui je pense, intéressait pas mal de monde. Et puis, cette année, volontairement, l'idée, c'était de mettre une focale, un zoom, sur un sujet qui concerne la moitié de la population, quand même, mais dont on ne parle jamais. Moi, quand j'ai fait mes études, les femmes dans la Révolution, bon, les femmes en général, de toute façon, c'est pas un sujet abordé. Donc pour moi, c'était aussi un petit défi, parce que autant on a tous des connaissances sur la Révolution, on peut tous citer quelques grands noms masculins, on peut en citer un certain nombre, quelques grands noms féminins, peut-être 2-3, mais pas beaucoup plus. Et quant à savoir ce qu'ont fait ces grands noms féminins dans la Révolution, c'est encore plus compliqué. L'idée, c'est un petit peu comme nos rendez-vous de chaque dernier samedi de chaque mois, vous savez, l'Université populaire de Fâche-Tuménil qu'on a lancée. L'idée, c'est qu'on puisse repartir tout à l'heure, après une petite heure de conférence, en ayant appris des choses. Voilà, il n'y a pas beaucoup plus d'ambition que cela. Je vous présente mes excuses par avance, puisque les dernières semaines ont été passablement chargées et je pensais avoir un petit peu plus de temps pour préparer cette conférence. Le PowerPoint, je l'ai commencé à 9h15 dans mon bureau. Donc autant vous dire qu'à un moment, il s'arrête et que j'ai plus de PowerPoint par rapport à ce que j'ai à dire et que ce que j'ai à dire, j'ai même pas eu le temps de le relire. Figurez-vous, ce sont juste mes prises de notes des livres que j'ai pu consulter, notamment... Alors, je vous présente les bouquins sur lesquels je me suis basé. Christine Le Bozec, Les femmes dans la Révolution, 1770, elle fait commencer un petit peu avant, 1830. Je peux le prêter, si ça intéresse. Voilà. Je fais aussi Mediatek, je peux vous prêter le bouquin sans aucun souci. Et Alexis Corbière, Jacobin, qui fait une présentation d'un certain nombre d'acteurs de la Révolution française. Et vous voyez, même lui, hein, finalement, alors Alexis Corbière, député insoumis depuis 2017, et ben dans l'ensemble des portraits qu'il présente de Jacobins de la Révolution française, il y a une seule femme. Alors c'est bien, mais c'est pas beaucoup quand même. Pour autant, ça se lit très bien, et c'est des personnages qui ne sont pas tous connus. Évidemment, il y a Danton, Robespierre, mais il y a Jean-Baptiste Bellay, par exemple, le premier député noir, en France, donc c'est intéressant. Je le mets aussi au prêt pour ceux qui seraient intéressés de découvrir un petit peu tout ça. Alors, l'année dernière, je vous avais parlé en introduction des émissions d'histoire, et plus particulièrement d'une émission d'histoire qui s'appelle Secret d'Histoire. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu l'émission la plus connue, référence en termes d'histoire sur le service public français, présentée par... j'ai un trou. Stéphane Bern, merci. J'ai du mal bizarre. Alors depuis 2007, Secret d'Histoire, c'est 180 émissions. Et sur ce total de 180 émissions, 4 sur les femmes dans la Révolution. 4 émissions ont été dédiées aux femmes dans la Révolution. Et sur ces 4 émissions, il y en a une sur Charlotte Corday, qui a quand même assassiné un député journaliste français, Marat. Une sur Marie-Antoinette intime, une sur les favoris de Marie-Antoinette, et une quand même, faut quand même le noter, sur les femmes de la Révolution, Tallien, Corday, de Gouges, Méricourt, Roland et de Staël. Bon, qui pour une bonne moitié quand même étaient des royalistes, ou ont provoqué la chute des montagnards. Bon, bref. Mais au moins, ça a le mérite. Il y en a une sur 180 émissions qui parle des femmes de la Révolution, en mettant de côté les têtes couronnées ou les personnes qui ont assassiné des députés de la Révolution française. Alors, par exemple, hein, c'est ce que je relis mes notes en même temps, qui se souvient de personnages qui ont été très importantes pendant cette période révolutionnaire,
Claire Lacombe, Pauline Léon, même Théroigne de Méricourt, hein, finalement, on ne sait pas tellement ce qu'elle a fait pendant la Révolution, bien qu'on connaisse son nom. Et bien voilà, on va essayer de voir d'y voir un petit peu plus clair sur ce rôle, et je vais m'asseoir 5 minutes pendant la Révolution française. Alors, évidemment, d'abord, il faut savoir de où l'on part. Puisque certes, on connaît la Révolution française, mais il faut savoir ce qu'il y avait avant concernant la situation des femmes dans le royaume de France. Alors, récemment, depuis une dizaine d'années, il y a une idée reçue, en tout cas il y a une idée qui a été propagée, plutôt du côté de ceux qui n'aiment pas trop la Révolution française, qui est de dire que les femmes étaient plus libres, avaient plus de droits, étaient plus heureuses avant la Révolution française. Et on l'entend beaucoup. Alors on va essayer de voir ce qu'il en était avant. En général, les gens qui portent cette idée-là disent « Oui, regardez, les femmes, elles étaient libres et heureuses. La preuve, il y avait des salons à Paris qui étaient tenus par des femmes. Et donc ça montre bien qu'elles avaient une indépendance d'esprit, de droit, et qu'elles pouvaient recevoir du monde chez elles et parler de toutes choses et amener toutes sortes de débats. » Alors, bon, on y reviendra après, mais déjà les salons, avant la Révolution française, il y en a une 60aine à Paris. Ça peut paraître un bon chiffre, mais c'est 60 à Paris. Je vous redonnerai des chiffres plus complets après. Évidemment, ça ne concerne pas l'ensemble de la population féminine. C'est de la bourgeoisie ou de l'aristocratie qui a les moyens de tenir salon, puisque quand vous tenez salon, vous recevez des gens chez vous et vous les invitez à manger ou à participer à différentes agapes, et c'est vous qui payez tout. Donc évidemment, c'est réservé à une toute petite élite financière de l'époque. Et puis surtout, non strictement aucun rôle politique. De même, il est intéressant, je pense, de se poser la question de comment les intellectuels se représentaient la femme, son statut, et peut-être son égalité vis-à-vis, son positionnement en tout cas par rapport aux hommes. Alors, chez les intellectuels, il y a plusieurs visions. Il y en a une première, chez Helvétius, Diderot ou Holbach. Eux, ils expliquent que les différences entre hommes et femmes, elles s'expliquent à la fois par une inégalité de nature, de naissance, et puis une éducation négligée, limitée. Ça, c'est une première vision. Donc à la fois, on reprend les poncifs de « la femme n'est pas l'égale de l'homme », et en même temps, ils l'adoucissent avec « mais c'est aussi de la faute de l'éducation des femmes ». Il y a un manque d'éducation. Il y a une deuxième vision. Alors, restez bien assises sur vos chaises, et je m'excuse par avance, mesdames, mais je suis obligé de citer quand même un petit peu les paroles de l'époque. Ça ne va pas être la seule fois de cette petite conférence. Et le tenant de la vision, la deuxième vision que je vais vous présenter, c'est notamment Rousseau. Alors, pour Rousseau, l'infériorité des femmes, c'est un effet de la nature. Elles sont naturellement inférieures aux hommes. Et on a des extraits que je vais vous lire, hein, même si vous l'avez. Toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes. Leur plaire, leur être utile, se faire aimer et honorer d'eux. Les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce. Voilà les devoirs d'une femme dans tous les temps, et ce qu'on doit leur apprendre dès leur enfance. Il est dans l'ordre de la nature que les femmes obéissent à l'homme. La dépendance étant un état naturel aux femmes, les filles sont faites pour obéir. Donc dans l'idée, cette deuxième vision, l'éducation des femmes, elle ne doit être uniquement que dans une visée d'obéissance et d'utilité à l'homme. Ah, c'est gratiné, hein. Ne vous inquiétez pas, il y a pire après, malheureusement. La troisième vision, mesdames, quand même, et messieurs, la troisième vision, c'est celle d'Alembert ou d'un Coderlo de Laclos, et qui, eux, pour le coup, relient cette inégalité directement à l'éducation. Pour eux, c'est clair, hommes et femmes, il n'y a pas tellement de différence, mais tout vient de l'éducation. L'homme, je cite, hein, « L'homme voudra bien que la femme possède assez d'esprit pour l'entendre, mais point qu'elle s'élève trop, jusqu'à vouloir rivaliser avec lui et montrer égalité de talent. Tous les hommes ont une disposition secrète à rabaisser la femme
qui veut s'élever jusqu'à la renommée. Un triomphe éclatant serait alarmant pour l'orgueil et la liberté des hommes. Voilà, donc là on est avant la Révolution française, et on nous dit que c'est un Eldorado pour les femmes, pourtant, ne serait-ce que si on regarde le point de vue des intellectuels, c'est pas terrible. Quelques chiffres, je vous avais dit, 26 millions d'habitants dans le Royaume de France, 14 millions de femmes, à Paris 600 à 700 000 habitants, et 62 femmes seulement qui tiennent salon. Donc prendre juste ces 62 salonnières pour dire ah, regardez c'est magnifique, les femmes elles sont libres, elles peuvent discuter et se réunir et puis tenir salon, sur 14 millions d'habitants, ça fait quand même pas un chiffre énorme. À noter quand même, attendez je vais reprendre mes fiches quand même parce que là sinon je risque d'oublier de vous dire des choses. Oui, on retrouve des cahiers de doléances juste avant la Révolution française, quand même, il faut le noter, uniquement féminin. Alors, c'est un mouvement un peu particulier puisque le roi, de toute façon, avait dit qu'il n'en tiendrait pas compte des cahiers de doléances féminins, mais ils existent quand même. Et on va retrouver... alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'ils sont partout pareils. C'est-à-dire que dans les organisations de métiers féminins, on a fait des cahiers de doléances, mais qui étaient exactement les mêmes. Ça veut dire qu'il y a un modèle qui a circulé. Et ça, c'est très intéressant pour quand on étudie un petit peu les cahiers de doléances, c'est la manière de les rédiger. Et il y avait une phrase qu'on retrouvait dedans. Étant démontré avec raison qu'un noble ne peut représenter un roturier, ni celui-ci un noble, de même un homme ne pourrait avec équité représenter une femme. Donc cette idée déjà de dire que la lutte pour davantage de réflexion concernant la situation des femmes, elle doit passer par les femmes et pas que par les hommes. C'est assez intéressant et c'est finalement très actuel comme vision des choses. Alors, on a quelques femmes quand même qui étaient autorisées à signer les cahiers de doléances, mais c'est uniquement des femmes qui avaient des fiefs, donc nobles, ou certaines qui étaient religieuses. Et alors, encore une fois, on a une différence sociale, puisque les femmes du tiers-état, elles n'ont pas le droit de signer des cahiers de doléances. Par contre, les femmes du clergé ou de la noblesse, elles ont le droit. Alors, je vous le dis tout de suite, ouais, je vous le dis tout de suite. Dans ces cahiers féminins, on retrouve les mêmes réclamations, c'est-à-dire l'instruction pour les filles, la fin de la puissance exclusive de l'homme sur les corps et les biens de la femme, l'institution du divorce, le droit de participer à un jury d'accusation et d'acquittement. Voilà, ça c'est quatre choses que l'on retrouve sur l'ensemble de ces cahiers de doléances. Bon, globalement, évidemment, les femmes étaient exclues de la politique et n'étaient pas encouragées à s'instruire. Je voudrais quand même vous parler, vous faire encore deux zooms avant la Révolution française sur certains personnages. Le premier, c'est François Poulain de la Barre, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert, 1647-1725, qui lui est parti d'un postulat très simple, c'est de dire la femme est l'égale de l'homme, et je vais vous démontrer que l'ensemble des poncifs qui montrent une forme d'inégalité peuvent être démontés, ne serait-ce que sur les plans intellectuels, sur les plans physiques. En gros, tout ce que fait un homme, une femme est capable de le faire. On est quand même en 1673 de mémoire, 1673, lorsqu'il sort sa thèse, 1673. Et donc il dit notamment dedans, « Savants et ignorants sont imbus de l'idée que c'est un effet de la providence divine que d'avoir fermé l'entrée des services du gouvernement et des emplois. » Sous-entendu aux femmes. « Toutes les lois ne semblent avoir été faites que pour maintenir les hommes dans la possession où ils sont. » C'est un homme qui dit ça en 1673. Donc pour le coup, c'est furieusement actuel, hein, contemporain de notre époque, hein, quand on lit. En gros, il va reprendre la thèse, enfin, il va anticiper la thèse d'une Simone de Beauvoir, hein, qui va dire qu'on ne naît pas femme, on le devient. Bah, c'est déjà dans les écrits de François Poulain de la Barre, en 1673. A l'inverse, on a aussi des hommes, comme Pierre Roussel ou le médecin Cabanis, qui vont partir d'une vision physiologique pour dire en quoi, naturellement, de par leur physique, les femmes seraient inférieures aux hommes. Avec des termes comme leurs traits de caractère particuliers, leur piètre intelligence,
leur incapacité à se concentrer et leurs émotions déraisonnables. Et malheureusement, le médecin Cabanis, c'est pendant la Révolution et un petit peu après, et cette vision physiologique expliquant l'inégalité qui ensuite devient sociétale, sociale, politique, et ben elle va un petit peu influer sur une partie de la Révolution et surtout le post-révolution française. Il y a quand même des femmes à l'époque qui auront évidemment beaucoup d'humour. Madame Tencin, par exemple, dira « On voit bien à la façon dont il nous a traités que Dieu est un homme. » Je pense que c'est pas mal. Oui, voilà. Alors Cabanis, par exemple, lui, il dit que la femme, en 1778, donc peu de temps avant la Révolution française, la femme choisit sa place et laisse la vie publique aux hommes car elle s'est réservée la vie privée. Ah, la chance. N'aspirant qu'au calme et à la discrétion, consciente de ses limites, elle n'a subi aucune contrainte pour accepter sa situation. Donc Cabanis, c'est même, elle n'a aucune contrainte, la femme. Hein. Si elle choisit d'être en retrait, de n'avoir aucun droit, d'être totalement sous la possession de l'homme et de n'avoir aucune représentation politique, c'est son choix à elle. Malheureusement, il va avoir énormément d'influence, notamment au XIXe siècle, sur la vision des femmes. Un petit mot, vous avez vu, je mets un certain temps avant d'arriver à la Révolution française, hein, mais c'est évidemment volontaire. Sur le travail des femmes. Parce que, là aussi, il y a une vision de la femme qui serait cantonnée, pour celles qui ne vivent pas en milieu urbain, chez elles, devant la marmite, avec la marmaille aux alentours, et peut-être à recoudre quelques jupons. Et bien en fait, pas du tout, pas du tout. Déjà, 85% des femmes, ce sont des paysannes. Puisqu'évidemment, on est majoritairement rural à l'époque. Et il faut se dire quand même que il faut sortir cette idée de la femme qui est cantonnée à sa marmite et à ses enfants, parce que en fait, la femme, elle travaille très dur, autant que l'homme. C'est-à-dire que le travail des champs, eh ben, elle va s'occuper des bêtes, elle va bêcher le potager, elle va être très active, autant que l'homme, hein, dans tous ses travaux à la campagne. Dans les milieux urbains, on a aussi un petit peu cette image de la femme qui est soit une blanchisseuse, soit une fileuse, soit une nourrice d'enfants. En fait, non, il y a énormément de métiers qui s'ouvrent aux femmes, avec souvent aussi des métiers avec beaucoup de formation et de dextérité. Surtout ce qui vous concerne, par exemple, la bonnetterie, la ganterie, la plumerie, la porcelaine, évidemment marchande de légumes, de fruits, de fleurs, revendeuse, de fripes ou crieuse de journaux, bref. Et il y a énormément de métiers en milieu urbain qui sont effectués par les femmes. Et pas juste 3 métiers, blanchisseuse, fileuse et puis nourrice. Par ailleurs, avant la Révolution, les femmes sont déjà très engagées. Il y a un très bon bouquin, je crois que c'est Nicolas Leblanc, mais je dis peut-être une bêtise, on pourra retrouver ça à la fin de la conférence. Il y a un historien qui a beaucoup travaillé sur les mouvements, les émeutes avant la Révolution française. Et lui, alors on a tous cette image de la Révolution française, tout se passe bien. Et puis d'un coup, il y a un coup de tonnerre dans un ciel bleu, c'est la Révolution française. Avant, c'est l'absolutisme, Louis XIV, XV et XVI au début, ils tiennent vachement bien la France, il ne se passe rien, tout le monde est content presque. Et en fait, cet historien-là, il montre que pas du tout. Même sous Louis XIV, un petit peu plus sous Louis XV et beaucoup plus sous Louis XVI, il y a des mouvements de rébellion, de révolution. Alors eux, ils appellent ça des émotions populaires. Et j'aime bien ce terme d'émotion populaire. En fait, il y a quelque chose qui a provoqué à un moment une émotion. Vous voyez, il y a eu des émeutes il y a 1 semaine et demie, 2 semaines. On pourrait reprendre finalement cette expression d'émeute populaire, d'émotion populaire, parce que c'est la mort d'un gamin qui a provoqué une émotion. Donc c'est intéressant, je trouve, ce terme. Et eux, sous le terme d'émotion populaire, ils mettaient les révolutions, les révoltes, les émeutes, quelqu'un qui fait une manifestation pour dire qu'il paye trop d'impôts ou que les prix des grains sont trop élevés. Et bien déjà, ce qu'on se rend compte, oui, Jacquerie aussi évidemment, je l'ai mis dans le texte, sédition, rébellion, sont tous ces termes-là qu'on met sous
sous le chapeau d'émotion populaire. Le gros des bataillons de ce qu'on va appeler les émeutes frumentaires, donc liées à la faim, c'est 75% des femmes qui y participent, ou contre la hausse des prix des grains. Et évidemment, ça a une raison simple, c'est que c'est la femme qui nourrit le foyer. Et donc la femme, c'est toujours celle qui est la première touchée lorsque les prix sont trop élevés ou lorsqu'il y a des manques, systématiquement. Et on a même des passages où les femmes, elles se moquent un petit peu de la mollesse des hommes, quoi. C'est-à-dire que c'est à la fois, elles participent à 75% en termes de quantité aux personnes qui font ces événements, mais en plus, c'est elles qui les initient. C'est elles qui poussent. C'est elles qui disent « Allez, maintenant, il faut faire quelque chose ». Et qui parfois se moquent de la mollesse des hommes. Alors, est-ce qu'on va arriver sur la Révolution française? Non, un dernier truc sur l'alphabétisation à l'époque, avec là aussi peut-être quelques surprises. Je vous ai remis les chiffres. Alors, sur l'ensemble du royaume, les historiens ont fait un gros travail d'aller regarder les actes de mariage. Et on part du principe que si quelqu'un sait signer son acte de mariage, c'est que globalement, il a eu un accès à un moment ou un autre à une forme d'éducation. 47% sur l'ensemble du royaume, 47% des hommes étaient en capacité de signer, 27% des femmes étaient en capacité de signer. Pour la partie nord du royaume, alors partie nord, ils font un trait de Saint-Malo à Genève. Ça fait une bonne partie nord quand même. 71% des hommes sont en capacité de signer leur acte de mariage contre 44% des femmes, ce qui est supérieur à la moyenne nationale. La partie sud, alors on peut se féliciter, nous on est au nord. La partie sud, 27% des hommes contre 12% des femmes, ce qui pour le coup est assez peu. Mais en même temps, dans cette partie nord, il y a Paris, et à Paris, 91%, c'est là un petit peu une surprise aussi pour moi de découvrir ça, 91% des hommes peuvent signer, et 80% quand même, 80% des femmes à Paris sont en capacité de signer leur acte de mariage. Et vous savez que, évidemment, pour l'instruction des femmes, c'était très très limité et c'était réservé globalement à l'aristocratie ou à la bourgeoisie, ceux qui avaient les moyens et la volonté de payer quelques cours d'instruction à leurs gamines, évidemment. On a aussi quelques statuts particuliers, comme les artistes. Alors là, c'est une peintre, c'est Élisabeth Vigier-Lebrun. Je dois vous confesser qu'il y a une époque où je pensais, on disait que Vigier-Lebrun, on ne disait pas Élisabeth, et moi je pensais que Vigier-Lebrun c'était un bonhomme. Voilà, on peut tous s'améliorer. Non, c'est Élisabeth Vigier-Lebrun qui est un des plus grands talents de son époque. Avant la Révolution française, elles ont un quota pour l'Académie de peinture. Alors elles n'ont pas le droit d'être professeurs, pas déconner non plus. Mais elles ont le droit à un certain nombre, il y a un quota pour pouvoir rentrer à l'Académie de peinture. Mais bon, j'ai noté quelques noms qui à l'époque étaient connus, que vous voyez, je ne connais pas. Rosalba Carriera, Madame Vian, Anne Vallière-Coster, Marie-Suzanne Rollin, Adélaïde Laby Guillard, et j'en passe dans cet ouvrage, qui en cite quelques-unes, on n'en connaît pas. Honnêtement, qui connaît les noms que je viens de citer? Ah, vous avez fait des études d'art? Ah, histoire de l'art. Ah. La fille du peintre Lebrun. Ah, mais elle-même artiste. Voilà. Mais a priori, vous me confirmerez ou pas à la fin de la conférence, mais un talent pur, quoi, Vigier-Lebrun. Voilà, pour les femmes en littérature, c'était un petit peu plus compliqué, parce que finalement, elles étaient cantonnées à un style que les hommes ne voulaient pas, c'est-à-dire le roman. Le roman qui était vu comme des amourettes. Alors ça avait du succès, mais pour le coup elles étaient cantonnées uniquement à ce style du roman. Et souvent aussi très à la mode de la relation épistolaire. Voilà, du roman, relation épistolaire amoureuse, ça marchait plutôt pas mal. Et puis on a quand même au moins un exemple d'une égalité parfaite entre les hommes et les femmes. C'est tout ce qui concerne les actrices, les danseuses et les chanteuses, puisque là c'est assez simple. Dès que tu montes sur scène, tu es excommunié, tu ne vaux plus rien au niveau de l'église, et donc lorsque tu meurs, tu es enterré de nuit et en dehors des cimetières chrétiens. Alors là, c'est l'égalité parfaite entre les hommes et les femmes. Mais il y avait possibilité de faire de très riches carrières pour certaines actrices
danseuses ou chanteuses qui étaient très reconnues, qui étaient vraiment des stars à cette époque-là. Et stars ou pas stars, à la fin, ça a été la même chose pour tout le monde. C'était on vous balance dans une fosse commune à l'extérieur des cimetières. Qui a failli être le cas d'ailleurs de Molière, si vous avez regardé un petit peu ce passage-là. Et bien je vais en arriver tranquillement à la Révolution française, qu'on peut diviser en deux périodes. La première, elle va être de 1789 jusqu'à grand max 1795, avec des luttes intenses. Et puis après, de 1795 à 1799, et je m'arrêterai là, je ne vais pas aller jusqu'à Napoléon, et je vous dirai un mot de pourquoi, bien évidemment, à la fin. Voilà, avec ces deux périodes où on est vraiment sur une première période de mobilisation, d'acquis, de femmes très présentes dans la Révolution française, et après, d'un silence quasiment total. Et on va expliquer pourquoi. On va essayer de voir aussi les acquis de la Révolution, voir si en effet c'était pas mieux avant, pendant la monarchie, ou voir si justement on a réussi à conquérir deux, trois petites choses in fine. Alors il faut aussi faire attention évidemment à l'effet de loupe, puisqu'on a des femmes révolutionnaires parisiennes, mais il ne faudrait pas généraliser en pensant que l'ensemble des femmes du royaume étaient révolutionnaires, comme les hommes d'ailleurs. Il y avait souvent les événements qui se passaient dans les grandes villes, et puis même dans les grandes villes qui n'intéressait pas tout le monde, bah, c'est la même chose sur cette question des luttes féminines. On a eu aussi d'ailleurs des violentes oppositions contre-révolutionnaires sur ces sujets féminins, où le plus souvent un profond désintérêt. Ça fonctionnait un petit peu comme ça. Donc attention aussi à cet effet de loupe sur les quelques sujets et les quelques personnages que l'on va aborder aujourd'hui. Alors, on l'a vu, les femmes ont essayé de s'engager, de se mobiliser au travers des cahiers de doléances, ce qui a été un échec, ce qui n'a pas été pris en compte. Ces paroles n'étant pas entendues, bah, les femmes, elles vont prendre part, comme on l'a vu, toujours aux différents soulèvements. Le premier, c'est celui évidemment on en avait parlé il y a 2 ans, de l'émeute de la fabrique Réveillon, ce fabricant de papier peint. Vous vous souvenez de ça, peut-être, ils décident de baisser les salaires, il y a une émeute qui se transforme à la fin en tuerie parce qu'elle est réprimée dans le sang. On a déjà des femmes qui sont à la tête de ce mouvement. Marie-Jeanne Trumeau, qui est pendue à cette occasion. Et dès le 14 juillet, on a des femmes évidemment qui participent. Françoise Villaume, par exemple. J'aime bien vous donner des noms totalement inconnus, mais c'est une forme d'hommage. Qui avait été inquiétée parce que figurez-vous qu'elle avait les mains noircies de poudre après avoir récupéré un fusil à l'arsenal. Mais on en arrive donc à ce 14 juillet, à cette prise de la Bastille, à cette mobilisation du faubourg Saint-Antoine. Évidemment, on imagine bien que dans la foule, il y avait certainement autant d'hommes que de femmes. Et il va y avoir une liste des vainqueurs de la Bastille qui va être établie. Après, par les autorités françaises, qui disent « Vous étiez là le jour du 14 juillet, vous avez participé à prendre la Bastille, bravo, tac, vous êtes reconnu comme vainqueur de la Bastille. » Il y avait 843 personnes sur cette liste. Combien de femmes? Une seule, Marie Charpentier, femme au cours, épouse au cours. Qui d'ailleurs a un parcours intéressant parce que plus tard, elle va devenir sous-lieutenant des armées révolutionnaires. Un sujet qu'on verra rapidement aussi sur la suite de cette petite conférence sur la participation des femmes dans les armées révolutionnaires. Ça, c'est une forme de mobilisation, il y en a eu d'autres. Par exemple, les artistes femmes ont beaucoup donné, notamment de leurs bijoux, pour participer à l'effort de guerre national. Et par ce geste, si vous voulez, elles se montraient comme des citoyennes responsables et engagées. Et pour tordre un petit peu le coup de cette image, vous savez, l'image un peu frivole des femmes danseuses, actrices, chanteuses de l'époque, pour casser cette image un peu réductrice, carrément réductrice, et bien elles ont donné leurs bijoux pour participer à l'effort de guerre. Après le 14 juillet, bien évidemment, le moment l'un des plus connus sur la mobilisation des femmes durant la Révolution française, c'est évidemment l'illustration que je mets en fond, mais que je vous mets là de manière un peu plus claire, c'est la marche des femmes vers Versailles. Je ne vous refais pas un cours sur les différents épisodes de la Révolution française, mais je pense que l'année prochaine, je ferai ça. Je
faudrait comprendre la Révolution française, parce que entre la constituante, la législative, la convention, le directoire, parfois on s'y perd un petit peu. Et donc je pense que l'année prochaine, je ferai ça. Les grands blocs de la Révolution, pour savoir un petit peu comment elle se déroule. Le 14 juillet, prise de la Bastille, tout s'enchaîne assez vite, il y a une révolte dans le pays, ce qu'on appelle la Grande Peur, où les roturiers vont rentrer dans les châteaux pour détruire les archives, notamment les registres qui disent ce qu'ils doivent payer. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de violence sur ce mois de juillet. Et à Paris, les autorités prennent un certain nombre en tout cas la constituante prend un certain nombre de décisions pour essayer de calmer un petit peu le jeu. Donc on arrive à la nuit du 4 août avec l'abolition des privilèges, vous connaissez tous ça, et à la fin du mois d'août, le 26 août, à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tout ça c'est vraiment fait pour à la fois avancer sur les droits et calmer la situation. Mais le roi, Louis XVI, Louis Capet, il ne veut pas signer, notamment la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il ne la signe pas. Et donc on est dans ce moment un petit peu particulier où finalement il y a eu un certain nombre de droits nouveaux qui ont été établis, en tout cas qui ont été proclamés, mais un roi qui se dit toujours roi de droit divin et monarque absolu, qui attend un petit peu de voir la situation, qui fait s'approcher des troupes autour de la capitale, qui est avec son bataillon des Flandres à Versailles, où on fait la fête, hein, joyeusement, où paraît-il on marche sur la cocarde, hein, qu'on jette par terre, et où on se moque de ce début de révolution. Mais la disette, la famine, est toujours là à Paris. Et on est à ce moment-là où les femmes vont provoquer un soulèvement, une mobilisation au Faubourg Saint-Antoine, dans les halles. Elles vont être 5 à 6 000 à s'assembler et à partir vers Versailles. Et à ce seul sujet qu'elles ont faim. C'est vraiment la subsistance. Le sujet de base, c'est la subsistance. C'est trop cher, ou il n'y a pas assez de grains, on n'arrive pas à nourrir nos gosses. Et donc on va aller chercher le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Vous connaissez peut-être l'expression. Ça date de ce 5 octobre où les femmes vont à Versailles pour aller chercher le roi, enfin pas pour aller chercher le roi d'ailleurs, pour lui dire « occupez-vous de nous ». C'est ça la principale revendication à la base. Ça c'est une des images les plus connues hein, de cette marche des femmes traînant des canons. A priori elles devaient peut-être en avoir quelques-uns, mais il ne devait pas y en avoir des masses. Elles vont rester 2 jours et ce qui est intéressant, c'est que venant à la base pour un sujet de subsistance, elles vont repartir en effet avec le roi, la reine et le petit mitron qui vont aller maintenant loger au Louvre, qui n'avait pas du tout été préparé pour ça à l'époque. Alors si vous écoutez un Franck Ferrand, vous avez les larmes qui vous coulent parce que la pauvre famille royale qui d'un coup est mise au Louvre, qui n'était pas chauffée, etc. Vous en avez vraiment, vraiment c'est poignant quoi. Bon, on les fait habiter dans un château avec des gens pour les servir pour autant. Hein, donc, bref, ça c'est vraiment pour me faire plaisir que je dis ça. Donc, elles vont envahir l'Assemblée nationale, hein, qui s'était proclamée en constituante à ce moment-là, puisqu'elle est toujours aussi à Versailles. Alors là, les députés, ils sont interloqués, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. Et puis, elles vont réussir à entrer dans les appartements du roi, de la reine. Il va y avoir des morts, hein, il va y avoir des serviteurs qui vont être décapités à ce moment-là. Et elles vont ramener le roi, la reine et le dauphin à Paris. Et en même temps, elles vont forcer le roi à signer la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et c'est là un fait intéressant et qu'on retrouve d'ailleurs sur l'ensemble des mouvements d'émeutes, de rébellion, appelez ça comme vous voudrez, c'est que souvent il y a une porte d'entrée qui est un sujet bien précis. Le prix du pain, le prix du ticket de métro, il n'y a pas très longtemps, dans je ne sais plus quel pays d'Amérique du Sud, qui systématiquement se transforme ensuite en une revendication politique sociale beaucoup plus large. Si vous vous souvenez de la crise des Gilets jaunes, ça part sur le prix de l'essence. Une semaine ou deux après, il y a, je ne sais plus, 90 mesures sur la démocratie directe, sur le référendum d'initiative citoyenne, sur l'écologie, sur les salaires, sur le SMIC. Et c'est vachement intéressant de voir qu'à chaque fois on part d'un sujet vraiment très précis qui ensuite est étendu sur quelque chose de beaucoup plus large et de beaucoup plus politique. Et bien là c'est ce qui va se passer à l'époque.
Et donc on va avoir le renvoi à la suppression de la dîme, le renvoi du régiment des Flandres, qui s'est donc un petit peu trop amusé à Versailles, la signature royale des décrets d'août 1789. On peut toujours essayer de faire un petit peu d'histoire, avant aussi obtenir l'approvisionnement de Paris en grains. On peut toujours se faire un petit peu d'histoire, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui se serait passé si à ce moment-là les femmes ne s'étaient pas mobilisées. Peut-être que le roi aurait repris le dessus, peut-être qu'il aurait juste laissé la situation se tasser, tout à fait tranquillement, et à un moment aurait fait peut-être un coup d'autorité en faisant marcher le régiment des Flandres, on ne sait pas. En tout cas c'est un moment que moi je trouve est parfois un petit peu sous-estimé, peut-être justement parce qu'il a été mené par des femmes. Hein, on est toujours dans cette idée-là, hein. Mais mine de rien, la révolution elle aurait pu s'arrêter si... et les coupures. La révolution aurait possiblement pu s'arrêter à ce moment-là. Et je vous rappelle quand même que le fait de ramener Louis XVI, Marie-Antoinette et le dauphin à Paris, c'est vraiment un moment de bascule. Hein. Parce que jusque-là, on ne s'en prend pas tellement à la figure royale. Là, on ne s'en prend pas physiquement, mais on lui impose. C'est quand même un monarque absolu, de droit divin. Et là, on lui impose d'être à Paris. Ce que Louis XIV avait voulu éviter en construisant Versailles, c'est-à-dire d'être à la disposition des émeutiers. Il y avait eu la Fronde quand il était jeune, il avait été vraiment impressionné de ça, il avait eu très peur. Et quand il est devenu roi, il a dit « Moi, je ne vais pas résider à Paris, c'est trop dangereux. Donc je réside à Versailles, pas très loin, mais bon voilà, il y a quand même un petit peu de marche, et je peux protéger ma personne royale s'il faut. » Donc cette marche des femmes, le 5 octobre, à Versailles, pour le coup, moi je trouve que c'est un des moments de bascule de l'histoire française dont les répercussions sont immenses. Parce qu'après, Louis XVI est à Paris, Louis XVI essaye de fuir à Montmédy, il se fait arrêter à Varennes, on dit la fuite à Varennes, mais Varennes n'était pas la destination, et il va être toujours un petit peu comme ça, avec cette épée de Damoclès, d'être dans Paris, hein, l'invasion des Tuileries aussi, on s'en souvient de ça, d'être à Paris et d'être à disposition des émeutiers. Voilà pour ce 5 octobre, et donc c'est vraiment l'irruption des femmes dans le paysage poétique avec beaucoup de force et donc avec un rôle tout à fait essentiel. Alors la reine des Halles, elle s'appelait Louise Renée Audu, elle était fruitière, et c'est elle qui serait entrée la première, ils étaient 5 dans les appartements du roi. Elle va être inquiétée en septembre 1790, puis amnistiée. Très active à la prise des Tuileries. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve comme ça des personnes qui continuent de se mobiliser tout du long. Et puis atteinte de folie, elle va mourir en 1793 à l'hôpital. Il y a d'autres modes d'action, comme par exemple la pétition, qui est un droit ouvert le 29 juillet 1789. On verra que ce droit va être beaucoup utilisé, ce qui va beaucoup embêter le législateur, parce que vous pouvez même faire des pétitions individuelles. Donc il se retrouvait avec un nombre de pétitions énorme à devoir étudier. Il y a aussi les clubs, hein, le fameux système des clubs, vous connaissez ça, les Cordeliers, les Jacobins, etc. Il y avait un certain nombre de clubs qui étaient uniquement masculins. Il y avait des clubs qui étaient masculins, mais où les femmes pouvaient être spectatrices, et de temps en temps, mais vraiment très rarement, prendre la parole. Et il y avait des clubs 100% féminins, mais dont les dirigeants étaient parfois des hommes. Toujours, hein, on avance quand même relativement doucement. Mais en tout cas, entre 1789 et 1793, il y a 56 clubs féminins. Ce qui va prouver voilà, cette volonté de créer, d'échanger, de discuter. Ce qui est intéressant, c'est que les clubs féminins, il y en a plus en province qu'à Paris. Alors que habituellement, c'est plutôt l'inverse. Les clubs masculins, il y en a plus à Paris qu'en province. Voilà, certains clubs, je me suis noté, masculins, comme les Cordeliers ou les Jacobins, acceptaient des femmes uniquement en tribune. Voilà, il va y avoir aussi ces sociétés populaires qui donnent leur avis, qui prennent part au débat, qui sont créées et où les femmes sont autorisées à prendre la parole. Mais il y a quelque chose, c'est que dès qu'elles prennent la parole, les hommes, alors les contre-révolutionnaires, mais pas que, eh ben, ils ont tendance à dire, à attaquer les femmes. C'est-à-dire de dire, elles se font reprocher de vociférer, de s'exprimer de manière hystérique ou de troubler le bon ordre des séances. Et si vous êtes un petit peu attentif, ça c'est un truc qu'on retrouve tout le temps. Dès que les femmes parlent, c'est des hystériques, elles ne savent pas se contrôler, elles troublent le bon ordre, etc. Et même de nos jours, quand vous regardez comment est traitée une Sandrine Rousseau,
Comment est traitée une Mathilde Panot à l'Assemblée nationale? Dès qu'elle commence un petit peu à parler, bah oui, pourquoi pas, il faut l'incarner avec un petit peu de verve. Et bien là, tout de suite, c'est des poissonnières. Oh, regardez-moi ça, cette poissonnière. Il y a un député qui a traité Mathilde Panot de poissonnière la dernière fois. Parce que, bah, elle parle fort. Et quand un député homme parle fort, on ne dit pas que c'est un poissonnier ou que c'est un hystérique. On dit, ah, c'est quelqu'un qui a des convictions et qui les porte fort. Vous voyez? Donc on peut toujours se moquer des révolutionnaires et des contre-révolutionnaires de l'époque, mais finalement, c'est des mécaniques qui existent toujours. Et évidemment, comme je fais des incises, je perds mon propos. Voilà, pan, c'est tant pis pour moi. Puis j'aime bien faire des incises en plus. Voilà, alors par exemple, il y a eu la Société fraternelle des patriotes des deux sexes, défenseurs de la Constitution, qui va être une société mixte créée en 1791. Et dans celle-ci va s'illustrer par exemple la journaliste Louise de Kéralio, ou Pauline Léon, Constance Évrard, et d'autres. Je vous passe l'ensemble des noms, vraiment pour ne pas rallonger de trop mon propos. Voilà, la section des Halles, les Gobelins, tout ça c'était des sociétés mixtes et fraternelles. Oui, alors il y a aussi des clubs qui vont ressembler à des salons, hein, où pour le coup on est un petit peu plus dans la bourgeoisie et où il faut pas parler trop fort, hein. Ça ressemble un peu au salon d'avant la Révolution française. Tout ça pour vous dire que il y a différentes manières pour les femmes, comme pour les hommes d'ailleurs, de l'époque, de pouvoir être actifs pendant la période de la Révolution. La mobilisation armée, la présence en tribune, la prise de parole, les pétitions. Et puis, voilà, être dans un club. Alors, quelles sont des idées de revendication? On en a vu un certain nombre tout à l'heure. L'une des revendications, par exemple, ça peut peut-être vous surprendre, mais c'est que les femmes veulent être armées. Alors, elles veulent être reconnues comme des citoyennes à part entière, et donc avoir le droit de porter des armes et avoir le droit de participer à l'armée révolutionnaire. Je trouve ça aussi tout à fait intéressant. Alors, jusqu'à 1792, si vous voulez, le législateur, les autorités, elles sont à peu près tranquilles, parce qu'il y a les citoyens actifs, qui payent le cens et qui peuvent voter, et les citoyens passifs, qui ne sont pas assez riches, qui ne payent pas le cens, qui ne peuvent pas voter. Et donc, d'une certaine manière, on dit, bon, bah, les femmes, c'est comme les citoyens passifs. Bon, vous plaignez pas, mesdames, parce que, bah, regardez, même les hommes, il y a des hommes qui ne peuvent pas participer à la vie politique. Donc jusqu'à 1792, on est sur quelque chose qui arrange finalement assez bien. Et les femmes vont reprendre, donc demandent à être considérées comme des citoyens actifs, et elles vont reprendre les propos d'un Robespierre qui était pour l'armement des citoyens et qui disait « Être armé pour sa défense est le droit de tout homme indistinctement, être armé pour la défense de la patrie est le droit de tout citoyen. » Et donc les femmes disent bah, « Nous, on veut défendre la patrie et on veut aussi être armé. » L'armement des femmes, ça va être vraiment un sujet qui va revenir assez souvent. Et dans ce contexte, Pauline Léon, qui est donc dans le bouquin de Corbière, elle va présenter une pétition, je vous avais dit qu'on y reviendrait, signée par 319 femmes qui réclament l'armement des femmes en tant que mères, sœurs ou femmes d'hommes libres pour faire appliquer ce droit naturel qu'a tout individu de pourvoir à la défense de sa vie et de sa liberté à partir de ce moment. Et donc, ah oui, c'est à partir de ce moment-là qu'on parle de la naissance du mouvement des tricoteuses. C'est quoi les tricoteuses? C'est qu'en fait, les femmes ont le droit d'être en tribune, notamment de l'Assemblée, et suivre les débats. Et il y en a un certain nombre qui, pour passer le temps, et pour faire quelque chose, puisqu'elles n'ont pas le droit de prendre la parole, elles tricotent. Et donc, pour se moquer un petit peu, pour se moquer même carrément, c'est le mouvement des tricoteuses, pour discréditer un petit peu. Alors finalement, cette Pauline Léon et cette volonté d'être armée, c'est un petit peu les sans-culottes, mais du côté un peu féminin, puisque sans-culotte, il y a toujours ce côté très homme. Théroigne de Méricourt, elle à ce moment-là, hein, cette question de l'armement, elle se contente pas de juste réclamer, mais elle proclame des droits, c'est ce qui est intéressant. Brisons nos fers, il est temps enfin que les femmes sortent de la honteuse nullité où l'ignorance, l'orgueil et l'injustice des hommes les tiennent asservis depuis si longtemps. Alors petit zoom sur
Théroigne de Méricourt. Je vais faire 2-3 zooms sur quelques femmes révolutionnaires, si vous le voulez bien. Et on commence par Théroigne de Méricourt. Elle est née à Liège, et c'est une grande voyageuse, parce qu'elle va vivre en Angleterre, elle va vivre en Italie, et quand la Révolution arrive, eh ben, elle va épouser totalement les idéaux révolutionnaires. Elle va arriver à Paris à ce moment-là, et ça va être une des premières, dès 1789, à venir dans le public pour assister au débat. Elle va même créer un club, qui ne va pas marcher très longtemps, mais dont le but est de rendre compte de l'ensemble des débats et des travaux de l'Assemblée constituante au reste du peuple. Donc elle est très rapidement engagée. C'était la Société des Amis de la Loi qu'elle avait créée avec un homme, Charles Gilbert Rome. Bon voilà, ça va être de courte durée. Après, elle va être inquiétée, à la fois parce qu'on va lui reprocher d'avoir participé à des émeutes, et les journaux royalistes s'acharnent sur elle, en disant que c'est une cible, en disant qu'elle a tué lors de soulèvements, en insistant sur le côté sexualité débridée. Alors ça, c'est un truc aussi qui est à chaque fois. Hein. Vous voulez discréditer une femme à toutes les époques, hein. Particulièrement aussi à la Révolution française. Vous insistez sur le fait que le côté bestialité sexualisée. Et donc on dit que Théroigne de Méricourt, elle fait partie de ça. Elle va retourner à Liège pour ne pas être inquiétée, et en fait elle va être capturée par des immigrés français, livrée à l'Autriche. Ah, quand même un destin assez hallucinant. Hein. Je vous rappelle, hein, Angleterre, Italie, Révolution française, capturée par des immigrés français, donnée aux Autrichiens, enfermée en Autriche, libérée après négociation par le gouvernement français. Et à son retour, pour le coup, elle s'engage pour la guerre. Elle réclame la chute de la royauté, et elle va prendre une part active aux manifestations révolutionnaires, dont l'assaut des Tuileries en 1792, qui consacre le début de la chute du roi. Par contre, à partir de 1793, elle va déplorer le conflit qu'il y a entre les Girondins et les Montagnards. Je passe vraiment, je suis désolé, hein, mais j'ai pas le temps d'entrer dans trop de détails. Et elle va être plutôt du côté des Brissotins, donc des Girondins. Et à partir du moment où les Girondins perdent face aux Montagnards, donc les Montagnards c'est Robespierre, Danton, hein, il va lui arriver voilà, elle va être un petit peu montrée du doigt, et il va y avoir un moment, le 15 mai 1793, où les partisanes de Robespierre et des Montagnards vont l'intercepter, la mettre à nu et la fouetter. Et c'est Marat, le journaliste assassiné dans son bain et député, qui va la sauver in extremis. Et à partir de ce moment-là, Théroigne de Méricourt, alors on ne sait pas tellement si c'est ça qui a provoqué sa folie, mais elle devient folle. Alors, elle avait une syphilis, une neurosyphilis aussi. Alors certainement que ce passage d'être fouetté publiquement nu, ça n'a pas amélioré, mais en fait Théroigne de Méricourt, elle va terminer sa vie. Elle va mourir, j'ai pas mis la date, mais de tête ça doit être aux alentours de 1818, je ne me suis pas noté la date. Elle va être enfermée et elle va mourir en hôpital. Elle n'aura jamais retrouvé la lucidité mentale. Mais ça va être, en tout cas, quelqu'un qui va toujours être suspecte aux yeux des révolutionnaires, parce qu'elle va contester le rôle traditionnel de la femme. Vous savez, la femme au foyer ou l'épouse. Théroigne de Méricourt, elle est radicale. Elle veut se départir de cette image-là, et donc elle est vue comme suspecte. Alors j'en reviens à mouvement des tricoteuses, et vers l'année 1792, parce qu'on va voir qu'après il y a une bascule. Les femmes sont donc... Il y a un fossé qui se creuse finalement entre la Convention et les femmes, et elles vont être déçues, elles vont se sentir flouées, ce qui va augmenter, à partir de 1792, cette volonté de reconnaissance, et un durcissement, une radicalisation des positions des femmes engagées à ce moment-là. Pour autant, je vous ai fait, avant de passer à la suite, une petite liste des acquis entre 1789 et 1792, jusqu'à ce que la législative finalement se sépare. Donc on a un certain nombre d'avancées: la reconnaissance de l'union libre, du droit des enfants illégitimes ou nés hors mariage,
Et puis une position un peu plus douce concernant la prostitution, puisqu'on sait qu'à cette époque-là, mais à d'autres aussi, quand on veut s'attaquer trop durement à la prostitution, même si c'est évidemment un statut bien précaire, bah, ça touche aussi les femmes qui ne peuvent vivre que de ça. Avant de se séparer, la législative institue le mariage républicain, la légitimité du mariage civil, qui est un simple contrat que les deux parties peuvent rompre ou dénoncer, l'égalité des deux époux dans la vie commune, pas commune, et dans la séparation, le divorce par consentement mutuel, qui est un phénomène surtout citadin, puisque dans la ruralité, ben, finalement, la famille, c'est aussi une cellule économique. De plus, depuis 1790, un mari ne peut plus faire enfermer son épouse ou ses enfants, ce qui était le cas avant. L'égalité successorale est instituée, ce qui met à bas un certain nombre de coutumes dans le Royaume de France. L'administration des biens, c'est fait pour les deux époux. Les religieuses sont déliées de leurs vœux perpétuels et on a une reconnaissance du droit civil et d'une personnalité juridique pour les femmes qui peuvent donc à partir de ce moment-là tester, ester en justice et signer des contrats. Si vous vous souvenez de ce qui était marqué dans les cahiers de doléances en 1788-1789, ce que j'ai dit au tout début, là on a entre 1789 et 1792 quasiment l'ensemble des revendications, voire même plus. En tout cas, l'ensemble des revendications qui étaient marquées dans ces cahiers de doléances sont validées sur cette première partie de la Révolution française. Donc voilà, c'était ce petit zoom sur les acquis. Évidemment, ça bénéficie aux femmes, il ne faut pas se le cacher aussi que c'est dans le programme de laïcisation et de réorganisation sociale qui était voulu par les révolutionnaires. Bien évidemment, pour embêter un petit peu l'Église, vous avez un certain nombre de points qui sont faits pour ça et qui profitent aux femmes. Donc, par contre, elles n'ont toujours pas de droit politique, elles sont empêchées de porter les armes et elles ne peuvent pas entrer dans la garde nationale ou dans l'armée. Il y a une célèbre phrase qui dit que les femmes sont des citoyennes sans la citoyenneté. Mais elles veulent être des citoyennes totalement. Voilà, alors je vous ai fait après un petit zoom sur Pauline Léon. Est-ce que je le fais tout de suite ou pas? Parce qu'après on va passer sur 1792-93 qui est vraiment un tournant. Parce que à la chute des Girondins, le système de citoyen actif, citoyen passif est supprimé. Et à partir de là, bah, du coup, les femmes se sentent d'autant plus flouées, puisqu'avant on prenait l'excuse du citoyen passif pour dire bah, regardez, elles sont comme des citoyens passifs. Mais à partir du moment où ça n'existe plus, qu'il n'y a plus que des citoyens tout court, eh ben, elles réclament d'être citoyennes à part entière. Je vous ai fait un petit zoom sur Pauline Léon. Je ne sais même pas quelle heure il est. Quand même que... Oh la vache. Ouais, je dois vous embêter avec tout ce que je dis depuis tout à l'heure sans m'en rendre compte. Pauline Léon, un personnage très intéressant, très peu connu de la Révolution française. Moins qu'une Olympe de Gouges ou qu'une Thérouenne de Méricourt. Et pourtant, elle va être vraiment importante dans la Révolution française. Elle s'engage dans la Société fraternelle des patriotes des deux sexes. C'est elle va notamment sortir une pétition en 92 pour demander la mort du roi. Et cette pétition, que l'on vient de voir juste après, pour que les femmes puissent être armées. Elle fait partie des enragés des hébertistes, et c'est le moment de la guerre entre les factions, l'opposition des factions entre les dantonistes et les hébertistes. Les hébertistes perdent, vous le savez, on envoyait un certain nombre à l'échafaud, et comme elle est hébertiste, en avril 1794, elle est un petit peu embêtée, et elle va abandonner la vie politique, tout en demeurant ardemment républicaine. Elle va devenir institutrice, j'en ai pas parlé. Et c'est un des métiers aussi qui est beaucoup pratiqué par les femmes. Et puis elle va finir ses jours en 1838, ce qui est plutôt pas mal pour une révolutionnaire de l'époque, en Vendée avec sa famille. Et vraiment personnage très intéressant que j'ai pas tellement le temps de développer, mais qui va avoir une importance par les pétitions et les différentes objectifs qu'elle va fixer finalement aux femmes. Alors, je vais essayer de couper un petit peu, hein. Vous m'en voulez pas? Alors, les femmes, ouais, on arrive à 1793-94, ben, on va couper quelques têtes, allez d'accord. Puisque vous le réclamez,
À partir de 1793, les femmes engagées vont majoritairement plutôt soutenir la montagne. La montagne, Robespierre, Danton, par exemple. Vous le savez, Marat est assassiné vous le savez, il était assassiné un 13 juillet, hier. Et les femmes républicaines et les citoyennes républicaines et révolutionnaires, ce qui était un club, elles vont lui rendre un hommage jusqu'au 18 août. Et là, vous voyez, ça fait un bon mois. Et il va y avoir un fossé qui va se creuser un petit peu entre les revendications féminines, qui n'ont pas disparu, hein, de citoyenneté, de subsistance, et le fait de faire un hommage pendant 1 mois et 5 jours à un homme, quoi. Du coup, à partir du moment où elles reprennent la lutte politique, les revendications vont en être d'autant plus fortes. Et elles vont se tourner vers le courant le plus radical, c'est-à-dire celui des enragés de Hébert. À partir du moment où il n'y a plus les Girondins, il faut toujours se trouver de l'adversité, et donc on va avoir une opposition entre, en gros, Robespierre et ses affidés, Danton et les siens, et les enragés de Hébert. Au début, Danton et Robespierre, d'ailleurs, ils sont ensemble pour mettre à mal les hébertistes, les enragés. Mais du coup, elles vont durcir leurs revendications, et en septembre 1793, par exemple, elles demandent de porter la cocarde de manière obligatoire, parce que les citoyens étaient obligés de porter la cocarde, mais les citoyennes non. Donc elles réclament d'avoir le droit, d'avoir l'obligation de porter la cocarde. La convention de Guerlas leur accorde ça le 21 septembre 1793. Pareil, le 29 septembre est prise la loi du maximum général des prix et des salaires. Donc ça, c'est un épisode très important aussi de la Révolution française qui fixe un maximum, notamment pour les grains. Et c'était une grande revendication des femmes. Ça, pour le coup, dans le contexte de subsistance, les femmes réclamaient qu'un maximum des grains soit mis en place. Les Girondins ne voulaient pas, et c'est pour ça que les femmes, notamment, n'étaient pas du côté des Girondins. Elles étaient du côté des montagnards qui voulaient fixer un prix maximum des grains. Et donc, c'est vu aussi comme une victoire du mouvement féministe de l'époque, même si, finalement, c'est une victoire du mouvement révolutionnaire dans son ensemble. Et donc, elles sont de plus en plus assimilées aux enragés. Et à partir d'octobre 1793, il va y avoir un retournement de situation où les hommes commencent à se dire oula, la situation est pas terrible, le climat est en train de se dégrader. Il faudrait qu'on trouve un maillon faible dans tout ça pour faire un petit peu de répression et mater un petit peu le mouvement populaire. Et évidemment, le maillon qui prouve le plus faible, c'est les femmes. Et à partir d'octobre 1793, la situation des femmes va vraiment se modifier. Je vous dis comment dans un instant, juste un zoom sur Olympe de Gouges, parce que je pense que vous l'attendiez quand même, c'est peut-être la personnalité la plus connue. Je vous ai ramené la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne que normalement on met dans notre salle des mariages. Elle est sur la table là si vous voulez la regarder plus tard. En fait, c'est une littéraire, hein, Olympe de Gouges à la base. Elle va avoir un certain nombre de revendications comme la suppression du mariage, l'instauration du divorce, comme on l'a vu. Mais elle est pour une monarchie modérée. C'est une royaliste, Olympe de Gouges. Alors on ne le sait pas toujours parce qu'on a dans l'idée révolutionnaire, donc républicaine. Olympe de Gouges, elle n'est pas républicaine, elle est monarchiste. Quand elle fait la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle la dédicace à Marie-Antoinette. Après, elle va être du côté de ceux qui défendent Marie-Antoinette pendant son procès, puis elle va être du côté des Girondins, ce qui fait que quand les montagnards, en 1793, gagnent, évidemment, j'ai presque envie de dire, elle va faire partie de ceux qui sont vus comme des traîtres, et elle va être guillotinée en novembre. Un mot quand même sur cette déclaration. Il ne faut pas s'imaginer qu'à l'époque, elle avait été placardée partout, qu'on en trouvait à tous les coins de rue et que ça avait fait un tollé immense. Elle a été imprimée à 5 éditions, la déclaration de la femme et de la citoyenne. Et donc, il ne faut pas voir dans les discussions d'Olympe de Gouges une volonté antiféministe ou misogyne.
pour le coup, c'est vraiment une conséquence politique de ses choix politiques d'affrontement, et notamment avec Robespierre, et parce qu'elle avait fait des prises de parole vraiment très anti-Robespierre. Donc c'est plutôt à remettre dans ce contexte de lutte anti-monarchique, anti-Gironde, qu'elle est exécutée sur l'échafaud le 2 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on revient en octobre 93. Septembre 93, des victoires pour les femmes, avec la cocarde, etc., ce que je vous ai dit. Mais, voilà, quelque chose qui fait peur, qui les fait mal voir des montagnards. Et on va en revenir à partir de ce moment-là aux arguments faciles, éculés, totalement les bons vieux poncifs, qui montrent la femme comme étant l'inférieur de l'homme. Et là, c'est des députés montagnards qui ont des termes. Alors, si vous voulez lire après le bouquin, c'est là où il y a le petit post-it Amar. Amar, c'est le nom d'un député. Comment il s'appelle celui-ci? C'est quoi? C'est Jean-Pierre André Amar. Et il pose la question: les femmes peuvent-elles exercer des droits politiques et prendre une part active aux affaires du gouvernement? Et il répond non. Ni plus ni moins. Et à partir de ce moment-là, alors en reprenant, en ayant peur à la fois de la mobilisation des femmes, en voulant montrer qu'ils peuvent s'attaquer au mouvement populaire, ils vont interdire la participation des femmes à la politique. Donc les clubs, les cercles de pensée, etc., tout est supprimé. Purement et simplement. Octobre 1793, on supprime les clubs féminins. Donc c'est déjà un geste très très fort, comme vous en doutez. Les femmes n'ont plus le droit de porter l'habit d'homme, car c'est vu comme une prétention démesurée de la femme. Et alors les hommes ont encore moins le droit de s'habiller en femme, vous imaginez, parce que c'est faire comme un être vu inférieur. Et alors, vous pourrez venir lire, honnêtement, les avis qui sont émis sur les femmes, mais on en revient vraiment à ce qu'on voyait avant la Révolution. Chaque sexe est appelé à un genre d'occupation qui lui est propre. Son action est circonscrite dans le cercle qu'il ne peut franchir, car la nature a posé les limites à l'homme. Car la nature qui a posé des limites à l'homme commande impérieusement et ne reçoit aucune loi. L'homme est fort, robuste, né avec une grande énergie, de l'audace et du courage. Il paraît seul propre aux méditations profondes et sérieuses qui exigent une grande contention d'esprit et de longues études qu'il n'est pas donné aux femmes de suivre. C'est un député montagnard qui dit ça en 1793. Nous croyons qu'une femme ne doit pas sortir de sa famille pour s'immiscer dans les affaires du gouvernement. Il est alors celui-là, il est quand même assez fou parce que c'est l'argument qui dit que déjà les hommes, ils balbutient à peine le mot liberté. Ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps qu'il y a la Révolution française. Nous les hommes, déjà on galère. Alors imaginez les femmes qui n'ont pas eu d'éducation avant. Non, non, vaut mieux qu'elles restent à la maison parce qu'elles vont dire des bêtises. Il dit ça. Si nous considérons que l'éducation politique des hommes est à son aurore, que tous les principes ne sont pas développés et que nous balbutions encore le mot liberté, à plus forte raison, les femmes dont l'éducation morale est presque nulle sont-elles moins éclairées dans les principes. Leur présence dans les sociétés populaires donnerait donc une part active dans le gouvernement à des personnes plus exposées à l'erreur et à la séduction. Donc là, il vient de dire, il dit exactement ce que je vous ai expliqué avec des mots plus simples. C'est oh, c'est déjà galère pour les hommes, c'est nouveau, alors les femmes, restez à la maison parce que vous allez dire des bêtises. Voilà ce qui justifie vraiment un coup d'arrêt brutal en octobre 93 à la vie politique des femmes. Entre 93 et 94, il y a déjà énormément de conflits. Les femmes n'ont plus le droit théoriquement de participer à la vie politique. Elles vont se concentrer sur la subsistance, hein, on en revient à ça, pour pouvoir nourrir les enfants. Il y a eu des femmes dans les armées révolutionnaires, mais il ne faut pas imaginer que c'était un mouvement très ample. Il y a eu les archives des nombres 80 femmes dans les armées révolutionnaires et parfois des familles entières. Et évidemment, la présence dans les armées va être strictement interdite à partir d'octobre 1793, puisqu'on savait qu'il y avait des femmes. On redit bien qu'elles n'ont pas le droit d'y aller. La Convention va supprimer les académies, académies de peinture, etc., qui étaient ouvertes aux femmes, et ils vont créer par exemple la Société populaire républicaine des arts, qui va exclure les femmes. Donc pour le coup, les femmes sont exclues de ce qui était avant les académies, qui sont maintenant des sociétés. Elles sont exclues des grandes écoles,
elles n'ont pas le droit de s'inscrire dans les grandes écoles. Et par exemple, les beaux-arts, les portes des beaux-arts vont leur être fermées pendant 200 ans. Et ça, l'origine, c'est 1793. Paradoxalement, parce qu'on est vraiment dans une période paradoxale, en 1793, en décembre, le décret Bouquier rend obligatoire l'ouverture d'écoles mixtes, résultat d'un décret de la Convention instaurant l'instruction publique primaire des garçons et des filles. Vous voyez, à chaque fois, c'est drôle le mouvement où on reprend beaucoup, on donne un petit peu, c'est assez... dans les périodes instables, c'est des phénomènes qu'on voit souvent. Voilà, ça je passe. Donc, où est-ce que je vais reprendre? Donc, entre 93 et 94, c'est surtout des sujets frumentaires, c'est surtout des questions de subsistance qui vont voir le jour. Après les journées de Thermidor qui voient la chute de Robespierre, on voit aussi le retour de crises frumentaires un petit peu plus importantes, sous ce qu'on va appeler la convention thermidorienne. Hein. Et en plus, le maximum des prix est supprimé par la convention thermidorienne, ce qui va beaucoup énerver des femmes qui sont affamées, exaspérées, et qui vont glisser, encore une fois, hein, de ce prix du pain vers une revendication politique et sociale. En 93-94, la revendication politique, c'est « nous, on veut l'application de la Constitution de 1793 ». On le retrouve beaucoup dans la bouche des femmes à ce moment-là. Et on arrive tranquillement à la crise de Floréal, c'est-à-dire avril-mai 1795. Vous avez vu, j'ai passé un petit peu, hein, mais en même temps, elles n'ont plus le droit de faire de la politique théoriquement. Où on va avoir, avril-mai 1795, beaucoup de mobilisations ininterrompues, de désordres, de troubles et d'émeutes. C'est vraiment une période très compliquée pour le directoire à ce moment-là. Il y a des émeutes devant les boutiques, des pillages de magasins, des rassemblements devant le comité de salut public même, donc devant la convention, j'ai dit une bêtise, c'est pas encore le directoire. Un rapport de la convention dit même une troupe très nombreuse de femmes appuyées par des hommes prêtes à tout pour les soutenir. Et le moment le plus chaud de ces journées-là, c'est le 20 mai 1795, le premier prairial en Troie, où carrément la foule va envahir la convention. D'ailleurs, il y a un député qui s'appelle Frérot, qui va être tué, qui va être décapité, la tête plantée au bout d'une pique, présenté devant le président de la convention, qui va la saluer. Il va faire un geste de salut comme ça. Et qui, impassible, reprend son discours comme si de rien n'était. C'est un moment assez fou de la Révolution, qui n'est pas le plus connu, mais vous imaginez, on lui présente la tête d'un de ses collègues au bout d'une pique, et lui, juste il salue du haut de son perchoir, et il reprend son discours, comme s'il n'y avait rien d'autre. Sauf que, pour le coup, alors c'est Boissy d'Anglas, le président de la Convention à ce moment-là. Ils vont être libérés évidemment par la garde nationale, et il y a un des députés qui dit « Nous étions entourés de piques et de femmes », vous voyez hein, l'image, hein, de piques et de femmes. Le truc, les deux choses les plus dangereuses à ce moment-là. De piques et de femmes qui vomissaient 1000 imprécations, l'ont désigné mon collet brodé et les épaulettes de mon camarade, l'ont parlé de couper des têtes. Et en fait, la répression qui va suivre ces journées-là, elle va être intense, et particulièrement pour les femmes, parce que là, maintenant, l'idée, c'est de se débarrasser d'un mouvement de contestation globale, qui est devenu politique, et économique et social, puisque je vous l'ai dit, elles veulent le retour de la Constitution de 1793. Et 3 jours après cette journée, il y a un décret qui dit « Décrète que toutes les femmes se retireront jusqu'à ce qu'autrement soit ordonné dans leur domicile respectif. Celles qui, 1 heure après que l'affiche du présent décret seront retrouvées dans les rues, attroupées au-dessus du nombre de 5, seront dispersées par la force armée et successivement mises en état d'arrestation. » Donc 3 jours après le premier prairial, on prend un décret et les femmes n'ont même plus le droit d'être à plus de 5 dans l'espace public. On leur interdit aussi l'accès aux tribunes de la Convention. Et c'est donc à partir de ce moment-là qu'une chape de plomb va s'abattre violemment sur le mouvement féministe et qui est définitivement brisé donc à partir de mai-juin de 1795. Pour vous donner une idée, 147 femmes sont arrêtées dans la foule, mais d'ailleurs pas que pour des activités concernant le premier prairial.
juste parce qu'on sait qu'elles étaient mobilisées aussi avant. Et on voit qu'il y avait des hommes qui ont été arrêtés. 40% des hommes arrêtés sont relâchés sans condamnation. Donc on les arrête, mais après on leur dit bon, c'est bon, vous êtes libres. Pour les femmes, c'est 3 femmes. 3 femmes seulement sont relâchées tout de suite. Et donc l'idée, ça a vraiment été de faire un exemple contre ces femmes qui étaient sorties de leur réserve que la société attendait d'elles. Et après, sur l'ensemble des mouvements qui vont avoir lieu, notamment la tentative de putsch royaliste, mais aussi tous les troubles qui vont suivre, politiques, en fait, on ne voit plus les femmes. Silence, plus de présence, plus de participation. Comme si le coup de 1793 avec « vous faites pas de politique » et le coup de 1795 avec « si vous êtes plus de 5, on vous arrête » avait eu un tel impact qu'à partir de ce moment-là, bon, après, les principales meneuses sont soit décapitées, soit retirées de la vie politique. Il faut le dire aussi. Ça joue. Même quand il y a eu la conjuration des égaux de Gracchus Babeuf en 1796, les femmes n'y participent pas. Pourtant, là, pour le coup, on est sur des sujets d'égalité, de redistribution. Et ben non, alors ils disent, un rapport de police dit, les femmes sont rentrées dans le sein de leur ménage, elles sont devenues muettes sur les événements politiques. Et c'est vraiment flagrant. À partir de cette période-là, on ne les voit plus du tout. Alors, on va arriver à la conclusion tranquillement, en vous disant qu'évidemment, on voit le phénomène des salons qui va ressurgir à partir de cette dernière partie de la Révolution. Des salonnières, ce mouvement des salonnières, qui va aussi être critiqué par la suite par le consulat, parce que, vous savez, pour critiquer les prédécesseurs, en général, on trouve tout ce qu'on peut. Alors dire c'était la République des salonnières qui en plus avait des mœurs sexuelles tout à fait libres, c'est pas bien. Et donc pour critiquer le directoire, le consulat va notamment s'attaquer à ces salonnières qui avaient une liberté d'expression et une liberté sexuelle affirmée. Voilà, vous voyez, je passe assez rapidement sur cette fin de la Révolution parce que les femmes n'y jouent plus aucun rôle. Par contre, et encore une fois, paradoxe, c'est que les femmes ne jouent plus aucun rôle politique, mais la Révolution, jusque l'Empire, va conserver l'ensemble des droits qui avaient été acquis entre 89 et 92 pour les femmes. Cette histoire de divorce, consentement mutuel, d'égalité dans la succession, ce qu'on a vu tout à l'heure, ça, la Révolution ne revient pas dessus. Donc à la fois, il y a ce côté paternaliste, vous savez, qui dit on a quand même mis ça en place, quoi. Bon, maintenant, retournez à la maison, parce qu'on a fait des choses bien et on a fait des acquis. Je m'étais fait une conclusion. La participation politique des femmes aux événements s'est affirmée durant la Révolution française, tantôt dans la rue, tantôt dans les tribunes des clubs, sociétés ou assemblées. Les femmes ont occupé le terrain de l'action militante à plusieurs reprises, on l'a vu. Souvent surnommées péjorativement les tricoteuses, en référence à l'occupation manuelle à laquelle elles continuent à se livrer dans les tribunes publiques, tout en participant activement aux délibérations politiques. Ces militantes s'engagent sur tous les fronts. Lutte contre la misère et la faim, contre la Gironde à la Convention. Parallèlement à ces combats, un mouvement de défense des droits de la femme se fait jour, soutenu par quelques personnalités comme Olympe de Gouges, Etta Palme d'Alders ou Théroigne de Méricourt, revendiquant la liberté de la femme et l'amélioration de sa condition sur le plan civil, social ou économique. Un bref mot pour vous dire que après arrive Napoléon et que c'est pas bon. Voilà, le code civil pour le coup, le code civil. Alors déjà, première question, est-ce que la situation est vraiment pire, catastrophique pour la femme pendant la Révolution française par rapport à la monarchie juste avant? Je pense qu'avec ce qu'on vient de se dire, avec les différents acquis socio-sociétaux et politiques, on peut se dire qu'il y a quand même eu du mieux pendant la Révolution française. C'est pas un tableau noir, d'autant que le tableau juste avant était vraiment pas terrible non plus durant la monarchie. Par contre, c'est vrai qu'à partir de Napoléon et le Code civil, la femme revient dans son rôle d'éternel mineur. C'est un terme qu'on cite souvent. La femme, elle est soit l'épouse d'un mari, soit la sœur d'un frère, soit la fille d'un père. C'est comme ça que vous existez quand vous êtes femme au Moyen-Âge, durant la monarchie, et aussi à partir de Napoléon.
j'ai souvenir d'extraits du Code civil que je faisais avec mes élèves, où on parlait notamment de l'enfant, et où on disait, où c'était écrit quelque chose comme le pommier, la pomme appartient au jardinier, comme l'enfant appartient à l'époux, au mari. Donc il y a une comparaison entre pomme, pommier et jardinier, et donc le pommier appartient à l'homme, et donc la pomme aussi. Enfin, c'est assez fou, hein, mais c'est écrit comme ça. Alors, quand je faisais voir ça à mes élèves, alors autant les classes de mecs, ça les faisait sourire, puis après on discutait un petit peu, on disait, on parle de ta sœur ou de ta mère là quand même, hein, à l'époque, hein. Et donc là, en général, on rit moins. Et alors les classes de filles, parce qu'au lycée professionnel, c'est beaucoup classe de filles, classe de garçons, alors les classes de filles, ouais monsieur, mais c'est honteux, etc. Mais j'ai pas, attendez, on va voir maintenant les principales figures féminines et les principales luttes qui ont fait qu'on en arrive aujourd'hui à ce principe que les femmes puissent voter, signer des contrats, divorcer, etc., ce que vous connaissez, mais ce qui a été tardif, hein, finalement, dans la République française, et qui est un héritage de Napoléon, hein. Si les droits des femmes, le droit de vote arrivent aussi tard, c'est notamment parce qu'on en est resté à la figure du grand homme et à son super code civil indépassable et génial, et que aussi, évidemment, beaucoup d'hommes se sont refusés. La gauche aussi, hein. Faut pas croire que c'était que la droite qui voulait pas que les femmes aient des droits politiques, hein. La gauche refuse que la femme vote pendant longtemps, parce qu'ils partent du principe que, comme elle est liée à la cellule familiale, elle est un petit peu réactionnaire, elle va voter à droite. Alors voilà, c'est un fait. Et puis après, les débats, après la Première Guerre mondiale, sont âpres, parce que quand même, ils ont beaucoup participé, mais elles reviennent à leur statut d'avant, quand les hommes reviennent dans les fermes. Et puis après, pendant la Seconde Guerre mondiale, les femmes ont aussi beaucoup participé, notamment dans la résistance. Et le programme du CNR, qui était beaucoup en lien, évidemment, vous le savez, avec, enfin, qui était pas beaucoup en lien, mais qui était en lien, qui était directement les mêmes hommes qui participaient à la résistance. On voit bien qu'à la résistance, il y a les femmes qui sont à côté d'elles. Et le programme du CNR va notamment arriver à ce droit de vote pour les femmes, juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça va être un très long processus. Et je m'arrête là parce qu'on est déjà plus sur la Révolution française. Voilà, j'espère que vous avez appris quelques petites choses. Si vous avez des petites questions, je vous invite à échanger autour d'un petit verre.